merci d'être encore là avec nous cette année. Peut-être que tu veux nous redire pour les quelques personnes qui n'auraient pas encore totalement en tête les nouvelles écritures, peut-être commencer par ça avant d'aller sur les projets. Oui, mais cette année j'innove un petit peu parce qu'on a un super petit film qui nous présente. Alors, donc on va attendre qu'en régie ce soit prêt. Alors que oui, comme on dit à Cognac Jet, vous êtes prêt à lancer le... Mais, ah non, c'est plus voilà, Cognac parce Jet. que le film va le dire encore de façon beaucoup plus synthétique que moi, parce que comme tu sais, moi j'ai tendance à m'étaler un petit peu dans les détails et dans les digressions. Alors j'ai pas du tout de visibilité sur le fait que la régie est habitée. Oui, c'est bon. C'est là-haut, ça va arriver. Ça va arriver, c'est magnifique. Mais en attendant, peut-être tu peux dire que je suis à nouveau très contente d'être là, et particulièrement émue aussi aujourd'hui parce que je trouve que je suis venue les années précédentes un peu en mode start-up, genre on est le petit village d'irréductibles gaulois au sein de France Télévisions, on n'est pas visible mais on fait des trucs super bien, regardez-nous. Et puis je trouve que là, au bout de 5 ans d'expérimentation, on arrive à quelque chose qui ressemble à quelque chose, et que on est justement dans une période hyper faste où on sort plein de projets. Et si je suis particulièrement émue aujourd'hui, c'est parce qu'on a sorti hier un énorme projet. Quand je dis énorme projet, c'est qu'on est présent dans 12 pays européens. Ce projet s'appelle Génération Watt. C'est un petit peu j'allais dire la petite sœur, mais c'est plutôt la grande sœur d'un projet qu'on avait lancé il y a 3 ans, qui était un projet transmédia qu'on avait mené tambour battant avec France 2 à l'époque, qui s'appelait Génération Quoi. Et l'idée, c'était de proposer à cette génération qu'on qualifiait de Y, on trouvait ça un petit peu réducteur de dire que cette génération, c'est juste une lettre, de proposer à cette génération, donc les jeunes, de se définir eux-mêmes, et non plus ce regard de gens qui font de la télévision, de sociologues, d'adultes sur les jeunes. Et ça... à notre grande surprise, ça a extraordinairement bien marché, puisqu'on avait eu à l'époque 270 000 répondants pour plus de 24 millions de réponses à nos questions, puisque l'essentiel du dispositif consistait à une grande enquête. Voilà, je vais juste commencer par cette petite touche, parce qu'aujourd'hui, on ouvre sur 12 pays. L'idée étant de dire, voilà, cette jeunesse qui visiblement a très envie de s'exprimer en ce moment, on suit tous un petit peu tout ce qui se passe. Moi j'habite à République, donc je suis vraiment au cœur du truc. Et voilà, et donc beaucoup d'émotions ce matin. J'ai évidemment envie de raconter plein de choses comme d'habitude. Tu seras là pour me retenir et me cadrer. Mais voilà. Juste un mot avant de lancer le film. Non, mais c'est intéressant parce que je crois que des universitaires se sont glissés dans la salle. Tout à l'heure, il y en a un qui a posé une question qui est par là-bas, mais je crois que je l'ai repéré. Non, mais parce que du coup, c'est intéressant ce que ça raconte aussi. Le fait que Génération Quoi a été un succès. Et le fait qu'aujourd'hui, cette génération alors je sais pas, Y, Z, peu importe, mais on peut plus parler à cette génération-là comme on le faisait avant, c'est-à-dire pas avec un journal télévisé, ni avec des médias traditionnels, ni même avec des contenus de scriptés, de fiction, documentaire. C'est plus possible, voilà. Et quelque part, ce qui se passe dans le domaine public aujourd'hui, avec ces nuits debout, avec cette manière dont les gens ont envie de se réapproprier la parole, je trouve, et c'est très raccord avec ce qui se passe sur les réseaux et avec ce qu'on fait. C'est pas une surprise quelque part. C'était une surprise de dire mais pourquoi ça a attendu 2016 avant de se faire ces espèces, parce que c'est de l'IRL. Les nuits debout, c'est jamais que de l'internet, mais incarné sur un lieu physique, je trouve. Donc ce matin, on était sur France Inter, dans l'émission de Sonia De Villers. Il y avait Christophe Nick donc, qui s'exprimait, et une chose qu'il a dite qui m'a moi beaucoup touchée, c'est qu'il a dit pourquoi on fait ça. Parce que les jeunes se détournent des médias et n'ont plus confiance en les médias. Et je trouve que, voilà, pour boucler avec ce que tu disais tout à l'heure sur le service public et sur les valeurs et les missions du service public, enfin, on se pose la question de est-ce qu'on est à notre bonne place, est-ce qu'on joue notre rôle? En tout cas, sur les jeunes, on est sûr que non. Donc voilà, moi, c'est peut-être la petite graine qu'on essaye de planter à cet endroit-là avec les nouvelles écritures, c'est qu'on a beaucoup de propositions éditoriales qui s'adressent aux jeunes, pas que,
Et puis les jeunes, c'est large, hein. Nous aussi on est très jeunes, n'est-ce pas? Non, oui. Mais voilà, moi je suis contente quand j'entends des producteurs, et en plus Christophe Nix, un producteur de télévision classique à la base, qui disent ce qu'on fait, c'est pas pour les jeunes, et il faut vraiment pouvoir se remettre en question comme ça. Voilà. Absolument. Alors on va regarder le petit clip. Pour ceux qui connaissent DataGull, alors par contre si on n'a pas de son, ça va pas le faire. Ah oui, va falloir Et on va le remettre au début avec du son, c'est possible. Pour ceux qui connaissent DataGull, en fait, c'est un petit module, un petit programme qu'on a lancé il y a quelques années. On a déjà 57 épisodes en ligne. Et c'est vraiment de la data vis, mais mise en scène de façon très sympathique. Et ça, pour le coup, on est vraiment dans cette mission de décryptage du monde dans lequel on vit, avec des codes et une narration qui parle à tous, hein, mais qui est résolument, nativement digitale. Donc voilà, DataGull, spéciale nouvelles écritures, et comme ça m'évite de parler 3 heures pour dire qui on est. Donc, si ça part. Non, mais ça marche, et ça va marcher. Non, mais c'est intéressant ce data visualisation, parce que je crois savoir que... La chaîne Info, la nouvelle offre Info du groupe public s'y intéresse beaucoup. C'est mieux si c'est toi qui le dis, sinon j'aurais l'impression de vendre. Absolument... c'est très rigolo de voir que aujourd'hui les seules images qu'on peut voir dans les médias pour essayer, tenter d'illustrer ce que va être ce projet d'offre info, c'est des images de DataGull. Absolument. La régie a des soucis. La régie va nous parler. Toujours pas de son. Toujours pas de son. C'est vraiment dommage parce que pour non, mais sinon, ce qu'on fait, c'est que obligé de parler par-dessus. Non, mais on le mettra. Non, mais tu vas pas parler dessus. On va caler le son et puis on le mettra à la fin. Je pense que ça devrait pouvoir se régler. Ce qui est intéressant, juste, alors, on peut enchaîner sur Génération Watt, parce que ce que démontre, entre autres, il y a évidemment tout ce que tu as dit sur le fond, mais sur la forme, et peut-être pour les producteurs, et en réflexion sur les projets, à la fois les lauréats, puis pas que, qui sont là du labo, c'est que ce projet-là, c'est vraiment un format, au sens format de télévision, dans la télévision traditionnelle, et format scripté, pas scripté, The Voice, c'est un format. Bon. Là, on a un format multi-écran, c'est-à-dire qu'au départ, ça a démarré sur un pays, avec une collecte, comme tu l'as dit, une collecte d'infos, une mise en perspective de toutes ces infos, etc. Et puis, je ne sais pas si c'était prévu dans l'idée de Christophe et de la tienne au départ, mais de se dire, après tout ce qu'on a fait en France, on peut très bien le faire en Italie, en Pologne, en Allemagne. Bon. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu de ce passage au format? Tu emploies le terme de format, parce qu'effectivement, ça en devient un, mais tu imagines bien que ça n'était absolument pas au départ, puisque tous les projets qu'on a en laboratoire, puisque vraiment on a cette mission de laboratoire, puis je reviens sur ce que disait Olivier Daube tout à l'heure, on a vraiment cette vocation et cette mission à expérimenter, à laboranter des choses. Et donc tous les projets qu'on sort sont des prototypes. Vraiment, il n'y a aucune notion d'industrialisation chez nous. Peut-être dans la web-fiction, où là évidemment on est sur des formats de web-fiction, mais encore, hein, on n'est pas sur du 10 fois 10 minutes. Hein, nous on ne formate pas comme peut formater par exemple Canal aujourd'hui, avec y compris ses propositions de séries nativement digitales. Mais effectivement, il y a format et format. Et là, effectivement, l'idée c'est que quand même, on a aussi cette mission d'aller expérimenter au-devant des usages et expérimenter des nouvelles façons de raconter. Et si on trouve quelque chose qui marche, évidemment, on aurait tort de se priver de continuer l'aventure. Mais là, je te dirais que, bon, on l'a fait une fois en France, là on est sur 12 pays européens. On a évidemment l'Amérique du Nord qui s'intéresse à ce projet, le Canada en tête, les États-Unis aussi. On a aussi des intérêts côté bassin méditerranéen, c'est intéressant, hein, rapport au printemps arabe et autres. Et l'idée, ça a été de partir 12 d'un coup, en dire voilà, maintenant on duplique et on va aller partout, ou est-ce que c'est dire bon, allez, on va commencer par un, puis un, puis un? Pas du tout. En fait, on a vous connaissez l'UER, l'EBU, en gros c'est la réunion des télédiffuseurs européens publics
Donc on a les homologues de France Télévisions dans les autres pays européens. Et c'est une instance où il y a des commissions par genre de programme. Et en fait, on est allé à l'UER en disant, bah voilà, nous on a fait ça. Et évidemment, bah, ça a intéressé pas mal de gens, puisque je pense que la télévision, en tout cas la télévision publique, se pose des questions en France, mais également chez tous nos homologues européens. Donc voilà, c'est comme ça que bah, on a rallié à l'aventure un certain nombre de partenaires européens. Et si c'est vraiment émouvant, cette aventure, c'est qu'on se dit que bah, nous, imagine 270 000 répondants en France, ça fait quand même statistiquement la plus grande enquête jamais réalisée sur les jeunes, hein, parce que n'importe quel institut de sondage n'est pas capable d'avoir un tel panel. Tu multiplies ça par 12, ça peut donner quelque chose d'assez fort. Et peut-être que... Voilà, moi j'ai toujours voulu savoir si on parlait, je sais pas, du sexe ou du marché de l'emploi pareil en Italie, en Espagne ou en France. Et en tout cas, on va peut-être voir là se dresser une image ou savoir s'il existe une génération européenne. Peut-être d'ailleurs qu'on est en train d'assister à la naissance de la première génération européenne, avec ces mouvements d'indignés, de nuit debout, etc. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui se passe là, et c'est peut-être cette première génération européenne qui est en train de se dessiner là. Peut-être que cette enquête va nous permettre de le déterminer. Mais ce qui serait une très bonne nouvelle d'ailleurs, parce que les vieux sont en train de la planter, l'Europe, donc il faut que ce soit maintenant ces jeunes-là qui la rattrapent par les bretelles, parce que sinon... Hein, bon. Alors je ne sais pas si entre-temps le son est revenu. L'âge du son. Et c'est un mystère, le son. Toujours pas de son. L'âge du son ce matin ou pas déjà? Ah, il y a eu du son ce matin. Il y a eu du son. Il y a eu du son. Donc si on peut juste avoir l'info de savoir si c'est un problème qui peut se résoudre très vite ou pas. Sinon, on peut démarrer de là. Ou... Sinon, il y a la clé USB, on peut la mettre là. Sinon, il y a la clé. Enfin, on va trouver une solution. Non, mais tranquille. Hein. J'espérais ne pas passer devant vous. Mais non, mais il n'y a pas de souci. Mais attends, mais tu fais partie de... Le câble qui est juste là. Non, parce que ce qu'on oublie parfois, c'est que derrière tout ça, il y a de la technique quand même, et ça se fait oublier, mais... Alors, peut-être tu peux continuer un petit peu. Donc ça, c'est un projet qui est issu d'un projet transmédia à la base, puisque c'était... D'abord, c'était des films documentaires sur l'antenne de France 2, mais assez rapidement, en fait, c'est issu d'un partenariat un peu historique entre Yami 2, qui est le producteur des films, et Upian, avec qui on avait déjà commis des petites choses du genre manipulation. Je ne sais pas si c'était un des tout premiers projets de Nouvelles Écritures. Et Christophe Nick, tu l'as dit tout à l'heure, Christophe Nick, c'est un producteur installé, qu'on connaît, mais qui est un producteur tout à fait linéaire, traditionnel, classique. C'est quelqu'un qui... Simplement, la rencontre en 2011 déjà avec Upian, s'était fort bien passée, visiblement, puisqu'ils ont décidé d'avoir plein de petits-enfants depuis. Et donc, entre autres, ce Génération Quoi, puis maintenant ce Génération Europe, qui excite un petit peu toutes nos équipes, parce que véritablement, voilà, c'est quelque chose de très fort. Ça, c'était pour dire que, en gros, le transmédia, qui à la base était raconter des histoires sur plusieurs supports, dont un support télé, qui était un peu notre mission d'origine en 2011, c'est un peu transformé parce que, mine de rien, à l'issue d'un certain nombre de projets transmédia qu'on a pu expérimenter, on se rend compte quand même, on est aussi là pour se dire les choses, hein, on se rend compte quand même que on a du mal à sortir du joli dispositif de promotion d'un programme, ce qui n'était pas du tout notre mission à la base, et à savoir qu'à France Télévisions, il y a aussi de grosses équipes numériques, et notamment les équipes de FTVEN, qui sont là aussi pour accompagner les programmes. Quand je dis accompagner, c'est au sens très large du terme. Hein. Ça va du site programme au dispositif de social TV, en passant par de la TV connectée ou d'autres outils, le replay évidemment. Je peux faire un arrêt sur image là? Oui. Mais sans que ça te fasse perdre le fil. Tu vas savoir où reprendre ta phrase? Non, parce que je pense que c'est pas inutile pour nos amis présents dans la salle, producteurs, auteurs, etc. FTVEN, est-ce que tu peux juste repréciser ce qu'il y a derrière cet acronyme? FTVEN, c'est France Télévisions Édition Numérique.
Et donc ce sont toutes les équipes qui sont sur des problématiques numériques, mais on va dire plutôt outils, tuyaux, et puis recyclage, j'aime pas trop ce mot, mais enfin, accompagnement des programmes des antennes, des marques antennes, là où nous, en fait, on est un département qui ressemble plus à une unité de programme de chaîne, puisqu'on fait exclusivement du contenu. Donc en gros, le métier, le cœur du métier chez moi, dans mon équipe, c'est un métier de conseiller de programme. On appelle ça conseiller éditorial parce que c'est conseiller de programme / chef de projet technique, mais véritablement, dans l'équipe, il n'y en a pas un d'entre nous qui sait coder, hein. Donc on n'est pas des techniciens. Non, c'est juste pour est-ce que tu serais d'accord pour dire, par exemple, pour rejoindre ce que disait Gilles ce matin, le pôle web, chez vous, l'équivalent du pôle web d'Arte regroupé, c'est FTVEN plus les nouvelles écritures. Est-ce qu'on peut le résumer comme ça? Oui, alors effectivement, on n'est pas du tout organisé pareil. Vous n'êtes pas organisé du tout pareil, hein, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise organisation, c'est pas mon Même IPC. si c'est vrai que quand on parle d'Arte Web, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans quelque chose d'assez créa. Arte Web, il y a vraiment toi et les éditions numériques au sens, il y a les outils, les tuyaux, les plateformes. Donc, okay. Non, mais c'était important de repréciser parce que c'est parfois dans l'organisation de France Télévisions, c'est vrai que c'est une entité qu'il est important de connaître pour les producteurs. On confond souvent avec FTVEN, alors qu'on est rattaché à la direction des programmes, par exemple. Donc c'est vrai que c'est une petite nuance, mais qui fait tout en fait, parce que à partir du moment où tu comprends ça, tu comprends que, bah oui, on est dans cette fameuse expérimentation, non pas technique, mais éditoriale. Et donc dans cette mission de travailler la narration, de travailler les contenus, évidemment avec cette perspective, enfin, avec cette obligation de répondre à des usages et évidemment également d'aller trouver des carrefours d'audience sur le digital pour aussi pallier un certain nombre non pas de manque, mais ni d'abandon, je vais me faire taper sur la tête, mais voilà, c'est vrai que par exemple, si tu prends la thématique, la problématique des jeunes et d'adresser les jeunes publics, à partir du moment où tu décides que France 4 devient une chaîne enfant, bah forcément, tous ces soi-disant jeunes publics qui étaient censés être touchés par un certain nombre de programmes de France 4, ben, ils seront nécessairement plutôt à trouver sur le digital. Ouais. Non, parce que, alors du coup, je t'ai probablement fait perdre le fil, mais ça fait rien, tu vas le retrouver. Tu as dit tout à l'heure que tu étais heureuse parce que tu avais l'impression jusqu'à présent d'être une start-up et aujourd'hui de regarder le chemin parcouru. Je pense que l'esprit start-up, il est toujours là, ça je suis pas inquiet parce qu'il y sera tout le temps. En même temps, moi je trouve que cette expérience des 5 ans, elle est formidable. Enfin, beaucoup d'adhérents du pôle en ont profité, des lauréats ou des non-lauréats. Il y a plein de gens qui sont venus te voir et avec qui tu as fait des projets. Je sais plus le nombre de productions que vous avez faites en 5 ans. On a lancé 175 projets, mais bon, ça peut faire un peu peur parce que là-dedans, tu as des petits, des moyens, des gros projets. Non, mais ça fait pas peur aux producteurs hein, de se dire que... Web série, si tu prends juste nos projets plateformes, les projets linéaires, donc qui sont sur les plateformes Studio 4 pour la fiction et IRL pour la non-fiction, on est à peu près à un lancement inédit par mois, plus quelques acquises en fiction. Et sur IRL, en fait, quand tu gardes les récurrents, par exemple DataGull, c'est un par semaine. Dans ton flux, c'est un tous les 15 jours. Puis il y a des cam clash qui sont récurrents. Enfin, tu vois, il y a un certain nombre de projets qui, une fois qu'ils sont là, bah, reviennent. Donc, voilà. En gros, ça fait quand même beaucoup de choses. Là-dessus, donc, il y a des... C'est ça qui est très bien expliqué dans le film, mais de façon beaucoup plus synthétique. Mais en gros, j'ai fait 3 axes stratégiques qui sont... Les meilleures histoires naissent des rêves les plus fous. Bon, 4h25, c'est le temps moyen passé chaque jour sur Internet. Aujourd'hui, 72% des Français de moins de 25 ans ont plusieurs écrans. Ce public du 21e siècle est un animal sauvage, exigeant, actif, réactif. Il fuit la pub et les contraintes. Rapide, il jongle avec les contenus partout, tout le temps. Et les histoires, il les aime plus que jamais. Il les fabrique aussi. 300 heures de vidéos sont mises en ligne chaque minute sur YouTube. Il y a 4 ans, les nouvelles écritures ont été créées pour tenter de cerner et devancer cette audience. 4 millions de budget par an, 1800 projets étudiés, 170 programmes proposés, 15 personnes et une feuille de route pleine d'envie. Explorer, défricher, inventer d'autres façons de raconter. Objectif ? Changer la donne, pour l'audience comme pour le diffuseur, avec des projets qui répondent aux défis de demain. Quand informer ne suffit plus à comprendre,
on lance l'expérience documentaire la plus immersive au monde, The Enemy. Quand le public est de plus en plus engagé dans les programmes, on invente la première histoire coécrite avec l'audience en temps réel, Anarchy. 8 semaines au cours desquelles les internautes ont écrit l'équivalent d'un roman de 200 pages chaque jour. Quand la jeunesse ne se reconnaît plus dans les médias traditionnels, on coproduit Génération Quoi, une émission questionnaire comptabilisant 22 millions de réponses. Mais les nouvelles écritures, c'est aussi un vivier de talents. En 2014, la moitié des producteurs qui ont travaillé pour la première fois avec France Télévisions sont entrés par cette porte. Studio 4 rassemble à lui seul 143 auteurs et réalisateurs émergents. Notre recette ? Une méthode structurée et un grain de folie. Des technologies au service de l'histoire et non l'inverse. Des usages anticipés et non suivis. Et puis tester, toujours. Apprendre en marchant. Oui, la sélection de projets est exigeante, mais au final, nos programmes changent la donne et éclairent le futur. Les nouvelles écritures, c'est une fusée à 3 étages. À la pointe, les projets hyper prospectifs à succès qui marquent durablement l'image numérique du groupe. Le dernier en date, Way or Die, a accumulé 500 000 visites en moins de 2 mois. Au milieu, les plateformes, IRL et Studio 4, de nouveaux formats éditoriaux pour construire une audience depuis le net. À la base, au plus près de la vie quotidienne des chaînes, la co-construction de projets activant le potentiel narratif des nouvelles technologies. Dans cette exploration spatiale, nous avons besoin de vous pour clarifier notre rôle auprès des chaînes, pour ouvrir les frontières avec la suppression du géoblocage et le développement international, et pour permettre la production en interne, une garantie d'indépendance et d'innovation. C'est un engagement essentiel car ainsi mis en lumière, le futur devient palpable et donc attractif. Montez à bord, le voyage ne fait que commencer. Non, il est super. Alors, évidemment... Ah, bravo. Ah oui, n'hésitez pas. Non, parce que c'est à la fois le fond, la forme, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la manière dont on peut aujourd'hui, avec de l'image de la data gueule, faire passer des messages. Et en plus, là, ça parle de ce qui nous intéresse, donc c'est top. Et tu vois nos petites marottes à la fin, genre l'internationalisation des projets. Le géoblocage, l'internationalisation. Voilà. Non, parce qu'à la base, c'était un projet qu'on avait eu, c'était d'aller se présenter à notre nouvelle présidente. Donc elle l'a vu, ça. Oui, il l'a vu. Mais cela dit, il fonctionne très bien au festival et sur les marchés, donc je continue à le montrer. Même si, tu vois, il est plus tellement à jour, puisque depuis, on a, dans les projets prospectifs, parce que c'est plus ça dont j'ai envie de parler ce matin, donc tu as vu Way or Die, certains d'entre vous connaissent peut-être The Enemy, qui est un gros projet en réalité virtuelle, documentaire, qui d'ailleurs sera présenté dans le cadre du MIT à Boston, début mai, et c'est pas tous les jours qu'un projet de France Télévisions est présenté au MIT, croyez-moi. Alors il se trouve que ce projet a été incubé là-bas, qu'on est en coproduction avec l'ONF au Canada, donc c'est vraiment un très gros projet dont on est fiers. Et tu vois, ce que je disais tout à l'heure, on est en train de sortir un petit peu de notre statut de start-up, oui et non finalement. Parce que je sens qu'il y a encore en interne des restrictions et comme tu le sais, ça ne t'aura pas échappé, on est dans un contexte budgétaire restreint, pour ne pas dire réduit, compliqué, on cherche de l'argent partout, donc nous on résiste, on résiste avec nos près de 4 millions de budget qu'on garde, ça c'est la bonne nouvelle quand même. Mais pour faire quoi? C'est ça la question. Aujourd'hui, moi je milite pour garder ces 3 axes stratégiques avec de la pure prospective, quelques projets, pas beaucoup, 1, 2, 3 par an, sur le modèle de ce qu'on a pu faire avec Way or Die, où tu réinventes une façon de regarder de la fiction. Super projet. Sur le modèle de Falena, où tu réinventes une façon de lire de la BD en numérique. Falena, franchement, pour ceux qui ne le connaissent pas, vraiment, téléchargez-le. C'est une appli qui est gratuite sur tous les stores et qui est véritablement quelque chose de très nouveau, et c'est une très belle œuvre. Et voilà, et on est, pour la petite anecdote, on est en lice au Webby Awards, qui est un prix international, parmi 13 000 projets qui ont été présentés d'applications. On est en dernière shortlist, on est 5, face à Marvel, Disney, YouTube et j'en ai oublié un. Non, mais Marvel, Disney, Saturday Night Live, NBC. Bon, ça va. C'est quand on va pas gagner, parce que c'est David contre Goliath. C'est en ce moment, allez voter, s'il vous plaît. Non, mais en fait, comme je disais, en arrivant, on a enfin l'impression d'exister.
c'est que en fait, tout ce travail des 5 dernières années à expérimenter, à tester des dispositifs, et franchement, je le dis en toute humilité et en toute simplicité, on s'est planté sur plein de trucs, mais c'était fait pour. On a testé plein de trucs, on a testé le second écran, on a testé des dispositifs contributifs, on a testé du transmédia avec de l'anarchie. C'était quand même un projet hyper ambitieux où il y avait toute une histoire qui se construisait en ligne avec plus de 2000 auteurs, des professionnels et des amateurs, et une série qui s'écrivait en flux tendu et qui passait à l'antenne de France 4. Donc voilà, c'est pour dire, hein, on a vraiment expérimenté plein de choses. Là, on arrive au bout de 5 ans, non pas avec des certitudes, mais avec quand même quelques convictions. On a tiré des leçons de ces différentes expérimentations. Et donc, pour en finir avec ce que je disais, c'est que moi, je reste assez convaincue qu'il faut qu'on ait quelques projets extrêmement expérimentaux, extrêmement prospectifs, donc ce fameux dernier étage de la fusée, ces projets en VR. On a quelques projets en VR en développement, voire en production en ce moment. On en a 2 dans le labo d'ailleurs sur les 8 qui tueront dans un moment. Ouais. Voilà, donc évidemment on regarde ça, mais comme beaucoup de gens regardent ça de très très près. Et puis voilà, c'est vraiment ces nouveaux usages et ces nouvelles formes de narration, ça fait partie de cette axe stratégique-là. On a effectivement les formats plateformes, donc Studio 4 et IRL, qui sont des formats linéaires pour le coup, et c'est un guichet auquel tout le monde peut venir proposer des idées, des projets. On fait régulièrement des appels à projets, et là on monte, c'est dans 15 jours, au Forum des images, dans le cadre du festival Sérimania. On monte un atelier d'écriture, donc ça s'appelle La Room. C'est un atelier d'écriture de web-fiction en 48 heures. Donc vous mixez les marathons de courts-métrages auxquels vous avez peut-être déjà participé avec un atelier, avec un développement d'écriture mentoré par des talents de chez nous, des talents du web. Et ensuite, à l'issue de ces 48 heures, donc cette web-fiction sera lue. Il y aura une lecture publique avec aussi des comédiens qui viennent de nos web-séries. Donc le dimanche soir, ça se passe donc le 24 avril au soir au Forum des images. C'est ouvert au public, hein, c'est gratuit, donc si ça vous intéresse de voir ce que ça peut donner. Nous, on aime bien aussi les événements IRL, donc in real life, et on est assez excités par cette idée. Mais au-delà de ce projet-là, qui est plus un événementiel, on a des appels à projets réguliers pour IRL et pour Studio 4 dans ces genres différents, quoi. Mais c'est marrant, je me permets une incidente qui n'a rien à voir, mais ce que tu dis là sur ce que vous faites au Forum des images, je trouve qu'il y a de plus en plus d'événements comme ça, d'espèces de marathons créatifs. Il y en avait à Valence au Festival des scénaristes, il y a les films. Sur le principe des hackathons qui se développent de partout. Que fait Gondry avec son usine de films amateurs, etc. Comme si aujourd'hui il y avait un truc de dire, aujourd'hui ça devient facile de faire un film. En tout cas, d'un point de vue technique, les outils sont là, ça coûte plus une blinde, t'as plus à acheter de la pellicule, ça peut être très très simple. Ce qui reste, et Gilles l'a dit en conclusion de son intervention tout à l'heure, ce qui reste au final, l'invariant absolu, c'est l'histoire. Qu'est-ce que tu racontes comme histoire? Et du coup, en 24 heures, tu peux pas, enfin quelque part, tu peux pas tricher, tu peux pas dire, ok, ben, la technique elle est là, mais si t'es pas capable en 24 heures de pondre une histoire seule ou en équipe créative, bon, et ben voilà, no way quoi. Mais ce qui pointe son nez aussi, c'est l'écriture collaborative, et ce qui est assez, ce qu'on constate nous sur les talents qui viennent nous rejoindre de façon exclusive ou non exclusive, hein, parce que nous on ne prend pas d'exclusivité chez nous, mais ce qui est assez rigolo, c'est que c'est des familles de talents en fait. Donc tu en as un qui réalise mais qui va cadrer sur le projet de l'autre et coécrire le projet du troisième. Et puis voilà, et en fait, et ça tourne comme ça. Et c'est aussi ça, je pense que cette jeunesse créative vient chercher chez nous et ailleurs, puisque tu dis, ces initiatives se multiplient, et moi je trouve ça franchement hyper excitant et formidable. Aujourd'hui, est-ce qu'au bout de 5 ans, ce que tu attendrais des producteurs qui sont peut-être là, ou qui lauréats encore une fois ou pas de l'appel à projet, qu'est-ce que tu attendrais aujourd'hui d'un producteur? Est-ce que tu as un niveau d'exigence qui est différent de celui que tu pouvais avoir l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans? Est-ce que forcément, donner un peu quelques règles en disant voilà, si vous voulez nous voir, voilà ce à quoi il faut avoir
Voilà les questions auxquelles il faut que vous ayez répondu avant de venir nous voir. Alors tout dépend sur quel type de projet, hein, parce que sur du linéaire, en fait, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir ce qu'il faut, c'est une bonne idée, mais surtout une bonne histoire et une bonne narration. Donc il n'y a absolument aucun moyen que les trucs soient mal écrits. Je veux dire, on accorde autant de travail sur l'écriture que sur une série de prime time. C'est-à-dire que le développement, et notamment le développement d'écriture, est primordial. Et qu'on ne passe pas en production, voire même en pilote, parce qu'on peut pousser un développement jusqu'à l'étape du pilote, ça c'est sur les projets linéaires. Mais tu me dirais, il y a l'analogie hein, sur les projets interactifs avec un prototype ou une maquette du projet, sans avoir une écriture qui est béton. Donc ça, fausse bonne idée, c'est pas n'importe qui peut venir écrire de la web-série ou de la web-œuvre. On a effectivement des gens qui savent écrire à la base. Après, sur les niveaux d'exigence, c'est vrai que on a tous grandi hein, dans ces 5 dernières années, pour nous 5 ans, Arte plus longtemps, et du coup, effectivement, d'abord, les projets se sont extraordinairement multipliés. Il faut savoir que nous, on reçoit plus de 20 projets par semaine, on étudie plus de 20 projets par semaine. Moi, j'ai une équipe de 15 personnes, et on a un comité éditorial donc de 15 personnes, puisque tout le monde lit, tout le monde. Voilà. Et donc, c'est important de savoir aussi que c'est pas juste une personne qui choisit les projets chez nous, mais du coup, le niveau d'exigence grimpe nécessairement de par la multiplication des projets. Et puis, il y a une montée en compétences du côté des diffuseurs. Je pense que chez Arte, c'est pareil. Ouais, bien sûr, mais chez Canal, chez M6, chez TF1 aussi, hein, tout le monde se structure autour de cette nouvelle économie, en tout cas de la web, de la création digitale. Et chez les producteurs, les auteurs, les réalisateurs. Tu disais aujourd'hui l'accès aux techniques, à la technologie est plus simple, mais il y a aussi des gens qui s'y intéressent depuis longtemps. Ça fait plaisir de voir qu'il y a aussi des producteurs qui se créent autour de cette création-là, que ce soit des agences web qui deviennent des producteurs, des gros comme Upian ou des plus petits, ou des producteurs qui sont tout de suite des producteurs interactifs. Intéressant dans le petit clip, c'est 50% des producteurs qui rentrent maintenant en compte, enfin des nouveaux producteurs qui commencent à travailler avec France Télévisions le font via la porte des nouvelles écritures. Oui, alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire à la fois qu'il y a des producteurs classiques qui se mettent à travailler la création digitale, parfois par opportunité parce qu'ils font du transmédia et que du coup justement en fait ils produisent pour les antennes linéaires et du coup ils se disent tiens, produisons la partie digitale avec les nouvelles écritures. Et puis effectivement tout un tas de nouveaux producteurs qui rentrent à France Télévisions parce que tu le sais, c'est pas forcément très simple et on est souvent taxé, nous, France Télévisions, de travailler toujours avec les mêmes producteurs. Donc savoir que la moitié des nouveaux producteurs chaque année rentrent par les nouvelles écritures alors qu'on est tout petit, je rappelle, même si on a 4 millions d'euros de budget, si tu compares au budget programme de France Télévisions, et je prends ne serait-ce que le budget consacré à la création à France Télévisions, c'est-à-dire 400 millions d'euros, tu fais le ratio, voilà. C'est trop peu, c'est évidemment trop peu. Alors, on se plaint toujours de ce qu'on a. Moi, je suis déjà contente parce qu'avec ça, on arrive à faire pas mal de choses. Mais voilà, c'est quand même assez significatif. Très significatif. Y compris si tu fais le ratio entre le nombre de personnes qui travaillent aux nouvelles écritures et le nombre de personnes qui travaillent sur du contenu et du programme à France Télévisions. Ce serait quoi si tu devais citer deux projets les plus excitants là, sur lesquels vous êtes en train de travailler sans lever de choses confidentielles à venir, dans les choses un peu... Je vais faire plaisir à mon camarade de jeu, Olivier, parce que je sais qu'il mourrait d'envie que je cite ce projet-là. J'ai l'impression le projet, c'est un projet transmédia, du coup vous l'aurez compris, puisqu'on travaille avec François. Donc, il a cité Beatbox, mais on est également sur un projet qui s'appelle Le Goût du Risque. Et Le Goût du Risque, c'est un documentaire sur l'antenne de France O qui... parle du sport extrême et de cette folie qu'abordent certains à aller sauter d'une montagne ou plonger en apnée jusqu'à 150 mètres, je sais pas, mais pas loin.
Et voilà, et donc là on a voulu expérimenter la réalité virtuelle, et du coup à côté du film, qui traite le sujet de façon assez scientifique et même spectaculaire, événementielle. Non, l'événementiel est plutôt chez nous. Nous, on vous propose en fait de plonger à 150 mètres dans la peau de Guillaume Néry, le champion apnéiste qui a failli y passer là, à l'automne, de descendre en snowboard avec une championne de snow, de sauter en wingsuit, ça c'est très très impressionnant, hein, si vous voyez ces petits écureuils là qui sautent des montagnes avec leur combinaison, c'est assez impressionnant, ça donne un peu oui, j'ai la quelques nausée. images, Et puis le dernier c'est du bodyboard, voilà, donc 4 expériences de sport extrême dans la peau du sportif. Et là, pour décortiquer juste la mécanique derrière, entre France O et toi, parce qu'Olivier voulait vraiment que vous en parliez tous les deux, c'est qui le coupable au départ? Qui a démarré? C'est qui a commencé? C'est plutôt le producteur qui il a frappé à ta porte ou à en même temps, en fait. temps Ouais, il avait déjà, je sais plus, mais bon, avec Olivier par exemple, on travaille vraiment en binôme, donc après il y a des projets qui peuvent rentrer par la porte des nouvelles écritures et monter en chaîne, ce qui est quand même plus rare, hein, je veux dire, c'est arrivé 2-3 fois, mais c'est quand même, il y a quand même une espèce pas de supériorité, mais ou de complexe de supériorité dans les chaînes où c'est quand même en général elle qui propose. Nous, on a proposé des choses. Il se trouve que quand on avait France 4, qui était la chaîne des nouvelles écritures, et un patron commun avec Boris Razon, c'était assez naturel et spontané de faire des projets bimédias, nativement bimédias. Voilà, aujourd'hui c'est un peu plus rare, mais ça arrive encore, et puis il y a des choses qui sont créées, initiées et travaillées, développées, produites chez nous, qui ensuite peuvent intéresser des antennes. Tu prends un petit module comme DataGueule, typiquement l'intérêt de la chaîne info, de l'offre info, ils viennent chercher chez nous des choses qu'ils n'ont peut-être pas, parce qu'ils sont dans de la production d'actu chaude, mais là avec cette nouvelle stratégie qui est quand même de rentrer dans le décryptage, le pas de côté, l'observation. Pas faire du BFM TV, faire un peu... Et typiquement, Génération Quoi, tu vois, là on est en train de cross-border et d'imaginer de faire du data gueule sur les résultats de la grande enquête européenne, ça fait tout à fait sens. Et ça, c'est tout à fait quelque chose qui peut intéresser des gens dans l'équipe édito de la nouvelle offre info. Faut pas dire chaîne info. Faut pas dire chaîne info. Oui, il faut pas dire non plus France Info parce que ça ennuie les gens de radio. Enfin, donc la chaîne, l'info. Moi, j'ai cru comprendre que c'était le nom. Hein. Bon, alors, on va voir. Est-ce que vous avez envie de lever la main et de poser des questions à Voyelle sur tous ces sujets? Là, on embarque beaucoup de choses avec nous. Là, on parle de stratégie, on parle de programme précis, on parle du passé, du futur. Allez-y, c'est le moment. Ou jamais. Enfin non, pas jamais parce que tu restes après, mais... Oui, alors un peu fort si vous pouvez, parce que le temps que l'on arrive, sinon on sera... Par rapport à ce projet-là, en lien avec l'Union européenne de radio-télévision, quel autre type de soutien institutionnel vous recevez de la part de l'Union européenne, de la communauté européenne sur ces projets-là, de construction d'une identité européenne? Aucun. Aucun. Quand je disais qu'on a l'impression d'être, encore une fois, des combattants de l'ombre, c'est vrai, aujourd'hui on a les soutiens institutionnels qu'on a, c'est qu'il faut quand même le dire, hein. D'abord, nous on est de l'argent public, donc voilà, c'est la redevance qui paye ces objets-là, et d'ailleurs ça reste très important pour nous qu'on soit sur du gratuit. Voilà, un objet comme Falena, il faut savoir que ça coûte assez cher. Un Wear Day, ça coûte assez cher. Un dispositif comme The Enemy, encore plus. Et c'est pour ça que là, on va chercher des partenaires internationaux. Mais donc, argent public, double argent public, puisqu'on a le CNC derrière nous, qui soutient quasiment l'intégralité de nos projets. Soit avec du web cosip, donc quand les producteurs ont de l'automatique, voilà, soit avec la commission Nouveaux Médias. Donc c'est du sélectif, mais comme on est sur des projets généralement assez ambitieux, on est très souvent soutenu sur ce type de projet.
mais rien pour l'instant côté européen. J'espère que ce projet-là va faire mouche et vraiment va faire parler de lui. On est sur une campagne qui va durer 6 mois, donc vous avez 6 mois pour engager tout le monde autour de vous à aller répondre au questionnaire, parce que 6 mois, en fait, c'est le temps qu'il va nous falloir pour collecter suffisamment de données pour faire quelque chose de réellement puissant. Et on espère que le politique va s'intéresser à nous. Ça commence, hein, c'est déjà le cas. Et puis on a des producteurs qui sont déjà à la manœuvre sur cette démarche-là. Mais on espère vraiment intéresser un max de gens sur ce. D'abord, le sujet en vaut la peine, je crois. On est quand même à la veille d'une présidentielle, donc j'espère que ça va générer du débat en tout cas. Bon, c'est certain. S'il n'y a pas d'autres questions, vous avez encore un droit de remords. Moi, j'avais un PowerPoint un peu plus sérieux, mais j'ai décidé de ne pas le passer. Mais après, je suis à votre disposition jusqu'à l'heure du déjeuner pour répondre à vos questions. Avec nous, je crois qu'on peut te féliciter. Merci. Merci à toi.